Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question bien assez commune. Comment une réaction à un coup dur, vous savez, perdre son emploi, un souci financier, un diagnostic médical un peu lourd, comment ça passe d'une réaction, disons, normale à quelque chose qui relève du clinique? Oui, c'est une excellente question. Où se situe la frontière? Exactement. Et ça nous amène au sujet du jour, le trouble de l'adaptation, le TA. Les sources qu'on a consultées le définissent comme une réaction psychologique bien spécifique et surtout limitée dans le temps. Tout à fait, le côté transitoire est essentiel. Ce n'est pas une maladie chronique. Voilà, c'est une réponse à un ou plusieurs facteurs de stress qu'on peut clairement identifier. Pour explorer ça, on s'appuie sur un rapport assez détaillé qui analyse ce trouble, notamment via un code de l'assurance maladie française, l'item 66G. Mhm. Notre mission, si on peut dire, démêler un peu les critères cliniques importants, et puis il y a une petite bizarrerie administrative avec ce code. Alors, allons-y. Absolument. Et pour commencer par la clinique, le point fondamental, c'est que le diagnostic de trouble de l'adaptation, c'est un diagnostic D'exclusion, d'exclusion. c'est-à-dire, Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut le poser que si les symptômes ne correspondent pas à un autre trouble mental bien défini. Je pense à la dépression majeure, aux troubles de stress post-traumatique, à l'anxiété généralisée. ah d'accord, donc il faut d'abord vérifier que ce n'est pas autre chose en fait. C'est un peu un diagnostic par défaut. C'est un peu ça, oui. Un diagnostic résiduel, si vous voulez. Ça implique donc une évaluation assez poussée pour être sûr de ne pas passer à côté d'une pathologie différente. Ok. Et il y a aussi une histoire de temps, non? Crucial, oui. La temporalité est clé. Les symptômes doivent apparaître dans les 3 mois qui suivent le début du facteur de stress. 3 mois, d'accord. Et, point très important, ils doivent disparaître dans les 6 mois après la fin du stress ou de ses conséquences directes. Si ça dure plus longtemps, on doit réévaluer et penser à autre chose. C'est très encadré donc. Mais est-ce qu'il suffit de se sentir juste un peu mal ou est-ce qu'il y a un seuil? Non, il y a un critère de sévérité. Il faut soit une détresse qui est jugée disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. Disproportionné. Ça doit pas être simple à évaluer. C'est très clinique, en effet. L'évaluation de cette disproportion est un vrai jugement professionnel. Ou alors, deuxième possibilité, il faut une altération significative du fonctionnement. C'est-à-dire, Des difficultés notables dans la vie sociale, au travail, dans les études ou dans d'autres domaines importants du quotidien. La personne n'arrive plus à fonctionner comme avant. d'accord. Et les sources parlaient aussi de sous-types, non? Avec humeur dépressive ou plutôt anxieuse. Oui, il existe des sous-types pour mieux décrire le tableau clinique. Humeur dépressive, anxiété, mixte anxieux et dépressif, perturbation des conduites. Ça affine la description, mais pour la facturation avec l'item 66G, ça ne changeait rien. Le code reste le même. Ah, voilà, on y arrive. L'item 66G. Et c'est là que ça devient curieux. En lisant les règles, j'ai vraiment tiqué sur un truc. Ah oui? Une règle dit clairement, l'item 66G ne peut être combiné avec d'autres diagnostics. Bon, ok, il est exclusif. C'est classique pour certains codes spécifiques, oui. Mais juste après, ou presque, une autre règle indique l'item 66G ne peut être utilisé seul. Alors là, comment c'est possible? Pas combiné, mais pas seul. C'est contradictoire. C'est exactement l'ambiguïté soulevée dans le rapport, oui. Ça crée une vraie difficulté d'interprétation pour les médecins. Mais alors, comment ils font en pratique? Il y a une interprétation qui domine? L'interprétation la plus logique, et celle qui semble être la plus courante, c'est que seul ne signifie pas sans autre diagnostic, ce qui contredirait la première règle, mais plutôt sans un code d'acte médical associé. Ah, c'est-à-dire sans une consultation, une visite, une séance de thérapie facturée en même temps. Exactement. Le code diagnostic 66G doit être rattaché à une prestation, à un acte médical ou paramédical facturable, comme une consultation C, CS ou autre acte pertinent. Il ne peut pas flotter tout seul dans la facturation. Ok, c'est plus logique dit comme ça. Mais le texte manque quand même drôlement de clarté. Ça crée une insécurité, j'imagine. Tout à fait. Un risque administratif potentiel si la documentation n'est pas impeccable. Ce qui nous amène à l'importance de cette fameuse documentation. Face à ce diagnostic d'exclusion et cette règle ambiguë, qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Alors là, oui, la documentation clinique, c'est vraiment la clé de voûte. Pour justifier l'utilisation de l'item 66G et pour se couvrir face à l'ambiguïté, le dossier médical doit être vraiment solide, bétonné, comme vous disiez. Et qu'est-ce qu'il doit contenir, ce dossier bétonné? Plusieurs choses. D'abord, identifier très clairement le ou les facteurs de stress.
Ensuite, décrire précisément les symptômes, leur intensité et surtout leur lien temporel avec le stress. Apparition 3 mois, disparition 6 mois après la fin. Il faut aussi justifier la sévérité, soit la détresse disproportionnée, soit l'altération du fonctionnement. Ok, ça c'est la base pour le diagnostic lui-même. Oui, mais il y a un surtout. Surtout, il faut documenter explicitement pourquoi les autres diagnostics possibles ont été écartés. Ah, la preuve de l'exclusion. Exactement. Il faut montrer qu'on a bien envisagé une dépression, un trouble anxieux, un TSPT, etc. et expliquer pourquoi ça ne colle pas. C'est cette démarche qui prouve qu'on a bien fait le diagnostic différentiel et qui justifie le choix du TA et de l'item 66G. Ça demande donc une rigueur particulière, justement parce que c'est un diagnostic défini par ce qu'il n'est pas. C'est tout à fait ça. La rigueur protège le patient, le clinicien et valide l'aspect administratif. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le trouble de l'adaptation, c'est donc un diagnostic précis, Oui, c'est réactionnel à un stress, c'est limité dans le temps et il est posé par exclusion d'autres troubles. oui. Et le code associé en France, l'item 66G, il a cette particularité administrative un peu floue qui rend la documentation clinique encore plus cruciale. Faut tout bien noter. C'est ça. Et comprendre ce mécanisme, ça aide à voir comment une souffrance psychologique, somme toute assez courante face aux aléas de la vie, est catégorisée et gérée administrativement dans notre système de santé. Ça pose la question, plus large, du lien entre le diagnostic et sa traduction en code de facturation. Justement, ça m'inspire une dernière réflexion, un peu pour ouvrir la discussion. Puisque la justification de ce code 66G repose tellement sur le fait de bien exclure les autres diagnostics, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque, même involontaire, que ça fige un peu le regard clinique? Comment ça? Une fois qu'on a fait tout ce travail de documentation pour justifier l'item 66G, est-ce qu'on ne pourrait pas être tenté de s'en tenir à ce diagnostic réactionnel, même si la situation du patient évolue, s'aggrave peut-être, simplement parce que ce cadre administratif a été posé? Une petite interrogation sur comment les contraintes administratives peuvent potentiellement influencer la lecture clinique au long cours. Voilà, une piste de réflexion. C'est une question pertinente sur l'interaction entre clinique et administration, en effet. Ça mérite réflexion. Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à vous.